Oui, Voilà, donc aujourd'hui on va voir euh, la modélisation de données. Donc les différents types de monnaie, c'est quoi? Data warehouse. Voilà. Donc aujourd'hui on va voir le data warehouse, entrepôt de données. Donc pourquoi la modélisation est essentielle dans Power BI? Même si Power BI permet de créer des rapports directement, donc ça veut dire qu'on peut euh, créer des rapports directement sans modéliser. Et la modélisation est indispensable pour obtenir des rapports fiables, performants et professionnels. Parce que ça permet de garantir des chiffres justes, définir correctement des relations entre les tables, éviter des doublons et des erreurs de calcul. Bon, sans la modélisation, on peut avoir des chiffres faux ou des chiffres incohérents. Mais si on utilise la modélisation de données, c'est-à-dire que les chiffres, on va avoir des chiffres qui sont fiables. Ça permet aussi de simplifier les calculs. Des mesures simples, je veux dire, ou moins complexes en fait. Par exemple, si par exemple on veut utiliser le langage DAX, donc si on fait la modélisation, donc ça va nous faciliter la tâche de pouvoir écrire des formules. Parce que parfois, on est appelé à combiner des tables ou bien des colonnes pour écrire une formule. Par exemple, je dis que je vais calculer, euh, je vais filtrer à travers deux colonnes. Mais ces deux colonnes-là se trouvent dans différentes tables. Donc, si on fait la modélisation, ça va nous permettre de sélectionner la table et de pouvoir sélectionner l'autre colonne et faire le calcul. La modélisation sur Power BI aussi permet d'améliorer ce qu'on appelle les performances, les modèles comme les modèles en étoile, on va le voir tout à l'heure, les modèles en étoile, les modèles en flocon et les modèles en constellation. Ça permet aussi de faciliter les filtres et les slices. Euh, les slices fonctionnent par exemple naturellement. On peut utiliser des filtres si on a par exemple une table de faits et là on a autour de cette table des différentes tables de dimensions qui sont des entités de dimensions qui nous permettent souvent de pouvoir faire nos calculs, c'est-à-dire les indicateurs de performance, de pouvoir bien calculer les indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi le data warehouse. Donc le data warehouse, c'est juste un entrepôt de données. Donc c'est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles, évolutives dans le temps, organisées pour leur support d'un processus d'aide à la décision. Donc les entreprises, souvent, on a des données brutes. Donc si par exemple je prends un exemple des données de vente. Donc on a des données entre janvier 2025 décembre 2025. Donc on a besoin de faire, d'analyser ces données-là. Donc souvent, on est appelé à modéliser ces données-là, c'est-à-dire d'avoir des différents types de tables pour pouvoir organiser et créer ce qu'on appelle un data warehouse. Donc un data warehouse, c'est un peu différent d'une base de données. Parce que le data warehouse, l'entrepôt de données, là, si vous voyez ici, on a dit que c'est une collection de données orientées sujet. Donc, par exemple, nous, on veut calculer, on veut euh, euh, faire un rapport sur un département bien défini dans l'entreprise, c'est-à-dire le département financier. On veut calculer, par exemple, les différentes type de transactions et tout. Donc là, c'est orienté sujet. Donc, et les données sont évolutives, c'est-à-dire dans le temps. Par exemple, si on crée un data warehouse, on a toujours besoin d'une dimension temps. Une dimension temps qui va nous permettre de dire, par exemple, quelles sont les ventes qui ont été effectuées dans le trimestre ou bien euh, dans les 6 derniers mois, exemple. Donc, on a besoin d'une dimension de temps. Donc,
c'est orienté sujet, comme je viens de le dire tout à l'heure, et les données sont intégrées. Donc on peut avoir des données qui transitent dans différentes sources et on peut utiliser ça pour créer un data warehouse orienté sujet. Donc là, c'est l'architecture de data warehouse. Donc si vous voyez ici, on a data source, donc on a système opérationnel et ici on a des flat files, c'est-à-dire comme des fichiers CSV. Donc là, on, on a ce qu'on appelle staging area, donc l'endroit où on peut où on importe les données. Parce que l'autre jour, je vais parler de SQL Server. Donc il y a SQL Server Studio. Donc lui, ça va nous permettre souvent de pouvoir récupérer les données et les mettre dans le data warehouse. Si on a des données brutes et on veut définir nos différentes tables, donc on a besoin de définir une architecture de données et prendre ces données-là et faire ce qu'on appelle ETL, extraction, transform, load. Donc extraction, transform, load. Donc on va prendre ces données-là et les intégrer ou les mettre dans les différents types de tables. Donc ici, les données nous viennent de différentes sources. Donc là, on a ce qu'on appelle staging area, l'endroit où on stocke les données. Et là, ici, on a utilisé ce qu'on appelle le ETL. Donc, on a utilisé le ETL donc pour extraire les données et les charger dans le data warehouse. Donc, si on charge les données dans le data warehouse, et là, on a chargé nos différentes données. Donc, là, on peut diviser ce qu'on appelle le data mart. Donc, le data mart, c'est un sous-ensemble du data warehouse. C'est-à-dire, le data mart, on peut utiliser pour faire une étude spécifique. C'est-à-dire, si notre data warehouse à ce qu'on appelle les données du département de vente, du département financier ou département comptable, etc. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle le data mart pour étudier un département spécifique, c'est-à-dire le département financier. Donc ici, on a les différents types de dépenses. Ici, on a le purchasing, on a sales, on a inventory, comme tout à l'heure. Donc ici, on a divisé par des sous-ensembles. Donc toutes les différentes données se trouvent dans le data warehouse. Donc le data warehouse est là. Donc là, on peut définir les data marts pour faire des études spécifiques. Et après, on peut faire des analyses et faire le reporting. Donc voilà. Ici, on a ce qu'on appelle le star schema. Le star schema, c'est le schéma en étoile. Donc, si on veut modéliser, on doit se dire quel type de modèle nous voulons adapter à notre nos différentes tables ou bien les différentes données. Donc le star schema, c'est-à-dire schéma en étoile, il se compose du fait central. Donc ce qu'on appelle le fait central, c'est la table de fait. Donc la table centrale, c'est la table de fait avec plusieurs différentes tables de dimensions. Donc les tables qui sont autour de cette table de fait qu'on appelle les tables de dimensions. Donc les dimensions, là, on peut avoir une dimension géographique ou bien on peut avoir dimension temps, comme je viens de le dire tout à l'heure. On peut avoir dimension produit, dimension catégorie, donc différents types de dimensions. On peut avoir dimension client. Donc maintenant, à l'intérieur, au milieu, je veux dire, il y a ce qu'on appelle la table de fait. La table de fait, c'est la table qui contient les clés étrangères. Si vous voyez les flèches, donc là, on a ce qu'on appelle les clés primaires qui migrent vers la table de fait, qui deviennent des clés étrangères. Donc, si on prend ici l'exemple de la dimension ici, si je disais que c'est une dimension temps, donc là, il y a une flèche. Donc ici, on a la clé primaire qui vient ici pour devenir une clé étrangère. Maintenant, ce que contient la table de fait. La table de fait contient ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Donc c'est à nous de définir les différents indicateurs de performance avec les différentes clés étrangères qui vont nous permettre, ces clés étrangères là vont nous permettre de pouvoir accéder à ces différents types de tables de dimensions. Donc aussi on a ce qu'on appelle le snowflake, c'est-à-dire le schéma en flocon de neige. Il dérive du schéma précédent, donc c'est comme le schéma en étoile, mais cette fois-ci la différence c'est que entre les tables de dimensions, il y a un éclatement des différentes tables de dimensions. Donc on a une relation entre ces différents types de tables. Si je reviens en arrière ici, toutes les tables de dimensions
migre vers la table de fait. Mais ici, si on voit ici, on voit que il y a des relations entre les tables de dimension. Donc ici, pourquoi souvent on fait ça? Par exemple, si par exemple j'ai une table, ville, pays, et à l'intérieur de cette table-là, j'ai ville, j'ai pays. Souvent, j'éclate la table là pour avoir, par exemple, je peux dire que si on connaît la ville, on peut pratiquement connaître le pays. Par exemple, si on connaît Dakar, on sait que Dakar se trouve au Sénégal. Donc ça veut dire qu'on peut éclater la table pour dire que, par exemple, là, la dimension, comment ça s'appelle, la dimension pays et la dimension ville, ces deux dimensions ont une relation ensemble. Parce que si on connaît la ville, on peut connaître le pays. Et ainsi de suite. Donc on a ici un éclatement des différentes tables. Et enfin, le troisième modèle, c'est le schéma en constellation. Donc le schéma en constellation représente plusieurs relations de fait qui partagent les dimensions communes. Donc ces différentes relations de fait composent une famille qui partage les dimensions, mais où chaque relation de fait a ses propres dimensions. Donc ici, la différence c'est qu'au lieu d'avoir une table de fait, on a deux tables de fait. Donc on a deux tables de fait. C'est juste la différence. Donc on peut dire que c'est un schéma en étoile avec deux tables de fait. Parce qu'ici on a une table de fait. Par exemple, je pouvais dire que cette table de fait là, ça peut être la table inventory. Ça c'est la table, comment ça s'appelle, la table sales, la table vente, la table inventory. Donc ici on a deux tables de fait. Voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle le cube OLAP. Le cube OLAP est une méthode de stockage de données sous forme multidimensionnelle. Donc, on parle de modélisation multidimensionnelle optimisée pour des applications d'entrepôt de données et généralement utilisée à des fins de génération de rapports. Donc là, après ce qu'on appelle notre data warehouse, après avoir fait la modélisation notable, choisir un modèle en étoile ou bien un modèle en flocon ou bien en constellation. Donc là, on a besoin, après avoir fait l'extraction de données, c'est-à-dire on avait des données brutes, donc on a créé notre modélisation. Donc dans la modélisation, on a les différents types de tables de dimensions. Et maintenant, on a besoin de ces données brutes là pour les intégrer dans les différents types de tables. C'est-à-dire là, on peut faire ce qu'on appelle ETL, extraction transform load. Donc la plupart des data ingénieurs, donc les ingénieurs de données, c'est ce qu'ils font dans les entreprises. Donc eux, leur rôle c'est de faire l'extraction de données et transformation et load, c'est-à-dire charger. Il y a aussi ce qu'on appelle extraction, load et transform. Donc il y a ETL et ELT. Donc extraction, transform, load. Donc là, on fait l'extraction d'abord, on transforme d'abord, on charge dans les différentes tables. Et l'autre, on fait l'extraction, on charge, après on fait la transformation. Donc ça, c'est le rôle des data engineers dans les entreprises. Donc les données brutes, on les prend et on les charge dans les data warehouse. Maintenant, après, si on veut faire des analyses, on a besoin de ce qu'on appelle le cube OLAP. Le cube OLAP, ça va nous permettre de faire des analyses. Des analyses. Donc, ça va nous permettre de pouvoir combiner des différentes tables et de pouvoir utiliser nos indicateurs de performance. Donc, ici, si vous voyez, on a gestion client, gestion de la relation client. On a décisionnel, on a point de vente, immobilisation, on a état financier. Donc, on a différents types d'études spécifiques, gestion, product. Donc, ça, c'est juste dans ce qu'on appelle le cube. Donc, c'est le cube qui va nous permettre de faire ça. Va nous permettre de faire des combinaisons entre différents types de tables pour pouvoir voir. Non. Donc, bon, en gros, c'est ça. Bon, en gros, c'est ça la modélisation. Donc, on peut faire la modélisation en suivant ces différents types de modèles ou bien ces différents types de schémas, c'est-à-dire le schéma en étoile. Il faut comprendre que est-ce que moi, à travers mes données brutes là, est-ce que je dois faire le schéma en étoile ou
bien est-ce que moi je suis appelé à faire un flocon ou bien un modèle en constellation. Tout ça, ça va dépendre avec le temps et avec l'expérience. Donc, on a des données brutes. Quel type de modélisation qui est approprié à mon travail ou bien à mon rapport. Donc, bon, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on peut faire un exemple de modélisation sur sur Power BI. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à c'est quoi le data warehouse et les types de modèles. C'est bon? Oui, c'est bon, théoriquement, c'est bon. Voilà. Donc, je vais charger voilà. Je vais charger une base ici et essayer de faire la modélisation sur Power Query. Mais avant ça, je vais, je vais formuler, je vais faire un schéma de modèle et après, c'est ce modèle-là qu'on va essayer de faire sur Power Query. Donc, je vais charger une base de données ici. C'est un fichier Excel. Voilà. Je vais charger une base. Attends, je vais regarder la base, regarder le type de fichier. Le type de fichier. Je vais regarder le type de fichier. Donc je vais charger ça. Ça. Donc c'est un fichier CSV. Donc avant de modéliser, je vais ouvrir le fichier. Comme ça, on va essayer de détecter quelles sont les tables. On doit, voilà. Donc là, on a nos données ici, les différents types de colonnes ici. Donc on a code postal, région, ici on a catégorie, ici on a subcatégorie, on a sales et on a scan. Maintenant ici, on va essayer de faire la modélisation de nos différents types de tables. Donc ici, on a nos différents types de colonnes avec, la colonne, on a la colonne states, on a la colonne post, postal code, on a la colonne region, catégorie, subcatégorie, sales. Donc là, on avait dit que la table de fait, ça contient que les clés étrangères des différentes tables de dimension et des mesures, c'est-à-dire les indicateurs de performance. Donc à partir de là, on va essayer de, 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 de modéliser euh, pour avoir cette table de fait là. Donc ici, le ship mode là, et on a segment, on a country, on a city, on a state, on a postal code. Donc là, on peut dire qu'il y a une liaison. Ça, le ship mode, ça peut être ce qu'on appelle une table. Une table. Le segment aussi, ça peut être une table. Mais ici, si on voit country, city, state, postal code, region. Donc tout ça, ces différentes colonnes-là, il y a une liaison entre ces différentes colonnes-là. Parce que si on connaît le city, on peut connaître state, on peut connaître, ou bien si je connais par exemple le postal code, on peut connaître state, on peut connaître city, on peut connaître country.
Donc ici, catégorie et subcatégorie, on peut mettre ça ensemble, catégorie, subcatégorie. Si on connaît les subcatégories, c'est forcément on peut connaître ce qu'on appelle la catégorie plutôt. Donc ici, on a le prix, prix d'une vente. Ici, on a quantité, on a discount, on a profil. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de définir nos différents types de tables. Donc ici, je vais créer une nouvelle. Voilà, donc on va essayer de modéliser ça et essayer de faire ça sur PowerQL. Voilà. Donc nous, on avait dit qu'on a besoin de créer une table type mode. Donc je viens ici, je viens sur insert shape. Donc je vais utiliser cette table là. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est la table. Je vais créer une table type mode comme ça. Donc dans la table type mode. Donc attendez, je vais faire ça. C'est mieux. Donc je vais insérer une zone de texte. C'est mieux. Donc ici, je vais l'appeler. Maintenant, je vais dire dimension. Comme c'est une table de dimension, je vais l'appeler dim underscore zip mode. Donc ça, c'est la dimension zip mode. Comme ça. Donc, dans cette table là, je vais agrandir. Dans cette table là, comme ça, voilà. Dans cette table là, j'ai ce qu'on appelle le ID zip mode, c'est-à-dire la clé étrangère. Donc je peux dupliquer ça, dupliquer, mettre, voilà, je peux dupliquer et mettre ID zip mode, c'est-à-dire dans cette table là, la colonne, on a identifiant ID zip mode. Donc une table, on doit avoir toujours la clé étrangère, la clé primaire, je veux dire, de la table. Donc ID zip mode. Donc on a ID zip mode, ID, et ici si on a ID, et aussi on a zip mode name, c'est-à-dire le nom. Donc la table c'est dimension zip mode, donc on a aussi zip mode name. Voilà. Donc on a, ça c'est l'ID, on a le nom, donc je veux dire zip underscore name. Voilà. Donc dans cette table de dimension là, on a la table de dimension, le nom c'est dimension zip mode, on a ID zip mode et on a zip mode name. Donc on vient ici, on fait la même chose avec la table segment. Donc vous remarquez ici on n'a pas encore de clé primaire. Donc parce que normalement on devait avoir ici la clé primaire pour ces différents types de classes là, et ici aussi la même chose, mais avec Power BI on peut affecter les clés primaires de cette table. Donc ici on va utiliser le, voilà, on va dupliquer encore. Maintenant on va dupliquer, maintenant ça c'est la table segment comme ça. Donc c'est dimension segment, ça c'est la dimension segment. Voilà, ok. Maintenant dimension segment, on a aussi ce qu'on appelle son identifiant. Donc ici on a son identifiant et le nom. Donc on a ID segment, on a ID
aussi ce qu'on appelle le nom. Donc segment name, segment name, voilà. Ok, maintenant ici on a, maintenant ici on a country, city, state, postal code, region. Donc tout ça c'est pratiquement, bon, je vais pas dire pratiquement la même chose, mais si on connaît le postal, code postal, on peut connaître la région, state, city et country. Donc tout ça, on peut les mettre ensemble et les avec. Donc ça veut dire qu'on peut mettre dimension géographique, je peux l'appeler dimension géographique. Donc à l'intérieur, on a le pays, on a ce qu'on appelle la ville, le state et la région. Donc tout ça, je peux créer une table que je vais appeler dimension géographique. Exemple. Ok. Voilà. Donc je vais dupliquer, copier la table ici. Donc ça c'est la dimension géographique. Donc la dimension géographique comme ça. Maintenant ici aussi on doit avoir l'identifiant et on doit avoir l'identifiant. Donc l'identifiant ici, on peut, si on regarde ici, on a le code postal. Donc ça veut dire que on peut considérer le code postal comme l'identifiant. Parce que ça nous permet d'indiquer la ville, les cités, c'est-à-dire la ville ou plutôt le country et la région. Donc on peut dire que ici on peut considérer postal code comme identifiant. Si on regarde ici, on voit que country, city, state, region, ils ont leur propre comment ça s'appelle identifiant. Donc c'est le postal code, le code postal. Donc ces différentes tables là, SIP mode et segment, ils n'ont pas d'identifiant. Donc là on va créer ces identifiants sur Power Query. Donc ici je vais considérer identifiant comme code postal. Donc postal code comme identifiant. Et après on a ces différents types. On a maintenant après dans cette table là on doit avoir quoi? On doit avoir country, city, state, region. Donc on doit avoir ces différents types, ces différentes colonnes. Attendez, voilà. Donc je vais écrire. Donc je vais écrire ici country. Écrire ici country. Donc j'aurai country. Donc je vais mettre ça country. J'aurai city. J'aurai region comme ça. Je pense que c'est ça. Et j'aurai states comme ça. Voilà. Donc j'ai ces différents types de colonnes là ici. Donc, je vais agrandir ça un peu. Les différents types de colonnes là. Agrandir le shape. Voilà. Donc j'ai ces différents types de colonnes là. Voilà. Donc dans la table dimension géographique, j'ai coastal port qui est l'identifiant de cette table. J'ai country, nom de country. J'ai city, nom de la ville, région, nom de la région, state, nom de l'état. Donc j'ai différents types de tables là, des différents types de colonnes plutôt.
Maintenant, ici, je fais la même chose. Donc ici, je peux dire que si je connais le subcatégorie, donc c'est normalement que je connais la catégorie. Donc si je connais subcatégorie, c'est normal que je vais connaître la catégorie. Donc ça, je vais les mettre dans une même table avec l'identifiant. Donc ici, on n'a pas d'identifiant, donc on va essayer de créer cet identifiant sur Power Query. Donc j'aurai une table subcatégorie, ou bien table catégorie. Donc on va faire duplicate. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ça qui reste. Donc voilà. On va décaler ici parce que au milieu je vais mettre ce qu'on appelle ma table de fait. Donc la table de fait, je vais mettre ça au milieu comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ici on a mention segment. Donc l'autre table, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc ça, c'est mode. Donc ça j'ai l'autre table. Dis-moi l'autre colonne plutôt. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, ça c'est la table. Donc ça c'est la table catégorie. Catégorie. Donc catégorie, dimension catégorie. Donc là on est en train de créer un modèle en étoile. Donc dimension sub 4, ça des subcatégories. Donc subcatégorie, on aura l'identifiant toujours. Donc on aura l'identifiant, l'ID, donc son identifiant. Donc j'aurai ID sub 4 comme ça, et j'ai aussi sub 4 name et sub 4 catégorie name. Donc ici j'ai sub et sub 4 name comme ça. Alors je vais agrandir un peu ça. Sub 4 name. Donc j'ai sub 4 name, et ici j'ai 4 et catégorie name. Catégorie name. C'est bon. Maintenant à l'intérieur ici, au milieu, on aura notre table de fait. Maintenant la table de fait, ça doit contenir quoi? Nos différentes ID d'abord et les mesures. Donc ça c'est la table de fait. Donc c'est la table de fait. Donc table de fait sales, donc je peux l'appeler c'est fact, en anglais fact table, fact sales. Donc c'est fact table, c'est la table de fait. Donc ici j'aurai quoi? Ces différentes ID là. Donc j'avais dit tout à l'heure que les clés étranges, les clés primaires plutôt, vont migrer dans la table de fait et elles deviennent des clés étrangères. Donc ça, on aura ça, c'est mode comme clé. Donc on aura ça, dimension. Donc on aura submode ID. Donc submode ID, on aura ID underscore segment comme ça. On aura ID
underscore. Donc ça sont des clés étrangères ID underscore postal. Postal code. On aura ID underscore ID underscore sub 4 comme ça. Et après ça, on va avoir quoi? On va avoir ce qu'on appelle nos mesures. Donc les mesures c'est quoi? Les mesures, si on revient ici, les mesures c'est quoi? C'est sales, prix, quantity. Donc les mesures ce sont des variables numériques. Donc si on parle de mesures, bon, indicateur de performance, ça doit être une variable numérique. Donc ici, on a sales, prix de vente, on a quantité, la quantité, on a discount, on a profit. Donc ça, ce sont les différentes mesures. Donc souvent, c'est à nous de créer ces indicateurs de performance-là. Souvent, on a une base de données brute, on doit modéliser après, on va définir nos indicateurs de performance. Donc tout ça va dépendre de ce que veut analyser la compagnie, c'est-à-dire l'entreprise. Donc ici, je vais intégrer les différentes mesures. Donc les mesures, on a quoi et quoi? Est-ce que ça, attends, je peux diminuer ça. Voilà, ça on peut diminuer et on peut agrandir un peu. On peut agrandir un peu ici. Voilà. Donc ça, c'est notre table de fait qui se trouve au centre et les tables de dimension qui gravitent autour. Donc voilà. Donc là, je peux créer. Donc maintenant, les mesures. Les mesures, on a quoi? Il y Les a indicateurs. quantité, Voilà, on a sales, on a quantity, quantité, on a, on a discount et discount, on a profit, comme ça. profit. Voilà, donc c'est ça, les types de table. Maintenant, là, on va parler de ce qu'on appelle les relations. Donc, il existe des relations entre ces différents types de tables, ce qu'on appelle les associations. Donc, les relations en modélisation, il y a ce qu'on appelle les cardinalités. Donc, les cardinalités, c'est-à-dire de dire combien de fois cette table-là peut avoir des données. Ou je peux donner un exemple bien précis. Par exemple, je dis que un client peut passer une ou plusieurs commandes. Donc la relation c'est entre 0 et n. Plutôt c'est 1 et n. Donc un client peut passer une ou plusieurs commandes. Mais si on part de la table commande, on peut dire que une commande est passée par un et un seul client. Donc les relations ça diffère. Donc ici, si par exemple j'ai le site mode, donc on a toujours une relation entre 1 et n pour la table de fait, parce que c'est la table d'agrégation. Insert shape. Ok, ça c'est beaucoup quoi. Il faut prendre line et Ouais, en ouais, bas. line, ok. Line, voilà, c'est ça. Donc, on a des relations entre là et là. Voilà. Donc, ça, attends, je vais faire ça. Venir sur line. Donc, relation entre les différents types de tables. Comme ça. Voilà.
reste les cardinalités. Donc ici, on doit voir, attends, je vais insérer ça. Donc on doit avoir ici N, c'est-à-dire sales. Ici, on doit avoir ici one, donc au moins 1. Donc ici, on va avoir la même chose, N. Donc ici, on peut avoir ici, on peut avoir N. Donc, et là, on a au moins 1. Donc, je peux donner un exemple pour dire que un étudiant appartient, ou bien un étudiant est dans une classe pour avoir plusieurs étudiants. Donc, ça veut dire que la relation c'est N, ou bien un étudiant ne peut être dans une seule classe. Ou bien comment ça s'appelle, une commande, ou bien un produit, un client peut passer un ou plusieurs produits. Donc c'est les cardinalités quoi. Très important de définir ça. Ok, c'est très important de définir les cardinalités. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire sur Power Query, tout ça. Donc voilà, c'est ici et ici. Nous, c'est ce qu'on doit faire sur Power Query. Vous voyez? Donc nous, on a un modèle en étoile. Donc à l'intérieur, on a quoi? Au milieu plutôt, on a quoi? On a une table de faits avec les différentes clés qui sont des clés étrangères parce que ces clés migrent des différentes tables de faits. Donc autour de cette table, on a ce qu'on appelle les différentes tables de dimension. Donc si on vient ici sur le Data Warehouse, donc on a ça. Donc la table de faits est là au centre et il y a des tables de dimension qui gravitent autour de cette table de faits. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire sur Power Query. Est-ce que jusque là c'est bon, la modélisation? J'ai une question. Allez-y. Et pourquoi la table de fait n'a pas été reliée à la table dimension segment? Quelle dimension? Segment. Pourquoi ça n'a pas été... Si, ok, c'est bon, c'est bon. si c'est relié, ouais. Donc c'est relié. Donc, Ok, je viens... Ouais, c'est bon. ok. Donc on a Maintenant, excusez-moi, oui. est-ce qu'on peut avoir des relations entre les différents segments? Oui, bien sûr, on peut avoir des relations entre les différents segments. Donc maintenant, on a plus ce qu'on appelle star schema, schéma en étoile. Donc parce qu'on a 3 types de modèles décisionnels. On a le schéma en étoile qui est star schema, c'est-à-dire le modèle en étoile. On a aussi le modèle en flocon, c'est-à-dire snowflake. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc on a des relations entre ces différentes dimensions. Donc ça, c'est ce type de modèle-là. On a aussi le modèle en constellation. Dans ce cas où on a 2 tables de faits. C'est ça. Donc on a ces différents types de modèles-là. Donc en modélisation, on a ces différents types de modèles-là. Donc ça dépend du type de modèle qu'on veut élaborer. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc
aller sur Power BI et importer notre fichier CELS. Donc c'est un fichier CSV. Donc on va importer ce fichier et commencer à faire la modélisation. Donc c'est ça. Donc on va importer et cliquer sur transformer. Voilà, donc on va cliquer sur transform data. Donc, bon, la modélisation sur Power Query, c'est très simple. Parce que là, on a besoin de dupliquer la table et de faire la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure sur PowerPoint. Donc ici, on a notre table de dimension. Donc là, on a besoin de faire quoi? On a besoin d'avoir ça. Maintenant, on va créer la première dimension qui est SIP mode. Maintenant, comment on va faire ça? On va dupliquer la table là. On va clic droit. On va faire dupliquer comme ça. Et maintenant, on va nommer dimension dim underscore SIP mode. SIP mode comme ça. Maintenant, SIP mode, on a besoin de quoi? On a besoin de SIP mode. Donc, on va faire clic droit. On peut faire remove all the column. Donc, nous, on a besoin de cette colonne là. Donc, on peut faire remove all the column. Remove all the column. Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Ah, j'ai fait copier. Ok. On va faire remove all the column. Maintenant, on peut faire remove duplicate. Donc, on va faire remove duplicate. Voilà. Maintenant, on va affecter chaque classe par un index ou bien un identifiant. Donc, pour affecter, on vient sur add colonne. Donc, il y a index. Donc, ici, on a index from, c'est-à-dire on commande 0. On a aussi from 1. Donc, ça veut dire ça va commencer par 1. On a aussi custom. Custom, c'est-à-dire personnalisé. Donc, nous, si on veut personnaliser, on peut utiliser ce qu'on appelle custom. Donc, ici, on peut utiliser, par exemple, je peux dire que ça commence de 10 à, on incrémente par 2. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, moi, je vais commencer par from 1. Donc, ça va. Donc, j'ai ces différentes types d'ID là. Donc, je peux venir ici. Je peux dire ID SIP mode comme ça. ID SIP mode. Et là, je peux mettre ça devant. Donc là, la clé primaire est toujours devant. Donc là, j'ai ma table de dimension. Donc je vais faire encore duplicate pour l'autre table. Duplicate. Maintenant, la table, c'est la table segment. Dim. Dimension segment. Dim underscore. Segment comme ça. Segment comme ça. Dimension segment. Maintenant, dimension segment, je vais faire ça. Segment, clic droit. Je vais faire ça, clic droit. Maintenant, je vais remove all the column. Maintenant, je vais faire remove duplicate parce que je veux Alors, affecter. Oui, allô? maintenant, je peux. Oui, bien sûr. Alors, voilà, l'écran ne s'affiche pas. À l'écran. Attendez, Oui. attendez.
Si, nous, on suit, hein. Ah bon? Ah bon? Vous ne voyez pas? Est-ce que vous pouvez vous reconnecter encore? Déconnecter, reconnecter. Non, non. D'accord, d'accord, ok. Les autres, vous Merci. voyez l'écran ou bien? Oui, oui, on voit, oui. Oui, oui. Donc, si c'est bon, tu me dis, hein, comme ça on continue. C'est bon, vous voyez l'écran maintenant? Oui, oui, on voit bien, oui. Non, je parle de celle qui disait qu'elle ne voyait pas l'écran. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc là, on va Merci. faire remove duplicate. Vous savez que chaque classe doit être affectée à un seul ID identifiant. Donc, on va faire remove duplicate. Bon, à chaque fois, je fais copie quoi. Copie. Remove duplicate, je fais copie. Clic droit. Maintenant, remove duplicate. Donc, on va affecter l'ID. Donc, on vient ici, on va faire custom. Maintenant, cette fois-ci, on peut faire from 0. Après, on va from 0. Donc, ID underscore segment. ID underscore segment. Maintenant, on a notre table de dimension segment. Maintenant, on vient ici, on fait remove duplicate. On fait, comment ça s'appelle? Duplicate. Maintenant, là, c'est quelle table? C'est la table dimension géographique. Donc, on peut faire ça. On peut faire dim underscore géographe. Maintenant, là, on a besoin, on avait dit, là, on va laisser ça comme clé. Donc, je vais faire ça, et origin comme ça. Et je vais faire remove pour le colonne. Donc, moi, je vais laisser ça comme. Donc, je peux faire comme que c'est l'ID, je vais faire remove duplicate pour avoir des ID uniques. Avoir des ID uniques comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici, la postal code va être quoi? ID va être ID. Le nom de l'ID, c'était postal code, hein. Ça n'avait pas changé. Ouais, ouais, bon, c'est postal code. On peut laisser postal code. Bon, je voulais juste mettre ID pour permettre aux gens de comprendre que ça c'est l'ID. Mais c'est bon. Comme vous comprenez que c'est l'ID, c'est bon. Pas besoin d'écrire ID encore. Donc, postal code, c'est bon. Donc, postal code, c'est l'ID. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire pour l'autre. C'est la dimension subcatégorie. Donc, on va faire ça. Maintenant, on va faire dim underscore subcat. Donc, pour subcat, on a quoi et quoi? On a ça. On a ces deux là. Donc, je vais faire ça et ça. Maintenant, je vais faire remove order colonne. Maintenant, remove order colonne. Maintenant, ouais, ça aussi. Remove. Maintenant, c'est subcatégorie. Donc, je vais spécifier pour l'ID unique. Remove duplicate from here. Voilà. Donc, ça, je vais affecter. Mais cette fois-ci, je vais utiliser l'autre. Custom. Donc, custom, je vais dire start to 10, increment to 2. Donc, je vais ça et incrémenter par 2. Vous voyez? Donc, 10, 12, 14, 15, 18. Donc, vous pouvez toujours utiliser le custom index pour mettre. Donc, ça c'est ID underscore subcat comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, on peut mettre ça devant. C'est. Voilà. Maintenant, à partir de là, on va faire ce qu'on appelle la jointure. Donc, on va rejoindre l'état pour pouvoir récupérer, pouvoir faire la relation de chaque table avec la table de dimension. Donc, pour faire ça, je peux venir ici sur Home et
je sélectionne la table ici. Donc je viens sur merge, comme ça, merge. Maintenant je vais dire merge query as new, c'est-à-dire moi je veux créer une nouvelle table qui sera ma table de dimension. Donc si j'avais cliqué sur merge queries, c'est-à-dire que la fusion va se faire dans la table que j'ai sélectionnée. Mais moi je veux créer toujours une nouvelle table. Pourquoi ça c'est important? Et souvent, si par exemple notre table de données qu'on a importé, on a besoin toujours de garder ça. Si on a des erreurs, on revient. Donc je peux créer une nouvelle table pour faire mes relations. Donc si je vois qu'il y a des erreurs, je peux revenir, toujours me référer sur la table source. Donc la table source, il faut toujours dupliquer et laisser la table source comme ça. Si on a des erreurs, on peut toujours revenir sans aller encore importer. Donc je vais cliquer sur merge queries as new. Donc ça va créer une nouvelle table. Voilà. Donc là, je peux venir ici et sélectionner. Donc il y a ce qu'on appelle dimension géographique, c'est ça. Donc pour géographique, je vais sélectionner la jointure. Donc la jointure, j'ai toujours dit il faut faire la jointure avec les clés. Donc je vais faire jointure avec ces deux clés là. Et regardez ici, vous voyez, donc sélection match sheet. Donc ça veut dire que correspondance 9994 ou 9994. Donc ça veut dire qu'on a des correspondances. Donc je clique ici, ok. C'est bon. Voilà. Donc vous voyez, donc la nouvelle table est créée. Donc maintenant je viens ici. Et j'ai besoin de quoi? Cette fois-ci, j'ai besoin, ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on revient ici, on avait dit quoi? On avait dit que on a fait la relation entre dimension géographique et dimension factor table. Donc ça veut dire que nous, on a besoin de prendre la clé primaire qui va migrer dans la table de fait. Donc ici, on a besoin de prendre la clé. Donc on va le sélectionner ici et on a besoin que le code postal. Donc c'est ça. Donc on a besoin que le code postal. Donc je vais cliquer ici. Voilà. Donc code postal est là. Donc on a la clé. Donc ici, je peux venir. Maintenant cette fois-ci, comme j'ai déjà copié la table, j'ai plus besoin de faire merge queries as new. Maintenant je peux faire merge query tout court. Je vais toujours rester dans cette table. Maintenant je vais cliquer sur quelle dimension? Dimension segment. Et maintenant je vais faire segment comme ça. Segment est là. Donc je vais regarder les correspondances. Voilà. Donc on a les correspondances. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant je vais aller récupérer l'ID segment comme ça. Donc désélectionner l'ID segment et je clique sur OK. Donc j'ai récupéré l'ID segment. Maintenant je viens encore. Allô? Oui, allô? Oui, j'avais une question. L'objectif de cette combinaison, c'est de relier en fait toutes les clés primaires. Ouais. C'est de Ok, relier, voilà, c'est de relier les clés primaires. Parce que dans notre table de fait, on a besoin des différentes clés primaires. oui, Voilà, dans les tables de dimension. Donc ces clés primaires vont devenir des clés étrangères. Donc on a besoin de ces différents types de clés. Donc on va ok, faire la jointure pour récupérer la clé pour chaque table. Récupérer la clé pour chaque table de dimension. ok. Voilà, donc on revient ici. Maintenant on va faire merge queries. Maintenant, c'était quelle table? Donc on a zip mode comme ça. Maintenant, zip mode comme ça. Et voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle les correspondances dans les différents types de tables. Donc il nous dit qu'il a 99 900, 9994 correspondants de lignes en fait, de lignes. Donc je clique ici. Voilà, je vais aller récupérer ce qu'on appelle dimension submode.
dernière table, c'est la table. C'est quelle table? C'est la table sub 4. Donc sub 4 comme ça. Et là ici j'ai sub 4. Je vais regarder les correspondants. Donc vous voyez ici. Ici on a les différents types de jointures. Donc joint kind. Donc type de jointure. Donc on a left joint. Donc il va conserver la table. Donc ça c'est la table de droite et ça c'est la table de gauche. Donc il va regarder les correspondances entre la table de gauche et la table de droite. Donc all from first, donc match from second. Donc ici on a utilisé left joint parce que c'est la table on a la table de dimension dim subcatégorie qui est considérée comme la table de gauche. Donc il y a aussi ce qu'on appelle right joint, il y a full joint. Donc full joint, ça va prendre toutes les lignes. Maintenant, s'il ne voit pas de correspondance, il va remplacer par nul. Maintenant, si on utilise left joint ici, on va lui dire que nous, on a besoin que les correspondances. Si on n'a pas de correspondance, on continue, mais on ne va pas remplacer par nul. Mais si on avait pris full out joint, donc ça veut dire que ça va prendre toutes les lignes. Même s'il ne voit pas de correspondance, il va remplacer par nul. Oui. 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 Donc voilà, excusez. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc là on a les différents types de jointures. Donc ici on utilise le left joint juste pour prendre les correspondances, c'est-à-dire les lignes qui correspondent. Et je vais cliquer sur OK. Maintenant ici, je vais prendre la clé qui est sub 4. Voilà. Donc je viens ici, je vais nommer ma table comment fact table. Donc je vais nommer fact sales comme ça. Maintenant après, il faudra que je vienne ici pour faire quoi? Pour supprimer toutes les différentes, pour laisser que la table de fait. Donc ça, je vais supprimer. Donc ça c'est la table de fait. Donc ça j'en ai plus besoin. Ça aussi, state aussi, ça. Donc je peux faire clic, je peux faire remove colonne. Donc je peux supprimer ces genres de colonnes là. Catégorie, je pense que je n'avais pas supprimé. Ok, donc ça je peux supprimer remove. Ah, donc ça, voilà. Donc ça je vais supprimer remove. Donc maintenant je peux mettre mes clés étrangères devant comme ça pour dire que j'ai mon table, c'est ma table plutôt de fait comme ça. Voilà, donc ça reste l'autre subcatégorie comme ça, ID subcatégorie. Voilà, donc là on a notre table de fait. Donc ici on a postal code qui est l'identifiant de la table géographique. On a ID segment qui est l'identifiant de la table dimension segment. On a ID subcatégorie qui est l'identifiant de la table dimension subcatégorie. On a aussi ID submode qui est l'identifiant de la table submode. Donc ici on a nos différents indicateurs de performance. On a sales, on a quantity, on a discount et on a profit. Donc ça c'est notre table de fait comme on l'avait décrit ici. Donc ici on avait décrit notre table de factor table, la table de fait, donc avec les différents types de clés qui sont des clés étrangères et différents indicateurs de performance. Donc à partir de là on peut charger notre table sur le data modeling pour identifier est-ce que tout est parfait. Maintenant là comme j'avais dupliqué ça, je
je vais venir ici sur la table source et je vais faire clic droit. Maintenant, je vais faire enable load. Je vais désactiver. Sinon, si je fais close et apply, si je s'enregistre et je charge, cette table là va aller dans le data modeling. Donc ça va se lier avec les autres tables. Donc moi, comme je vais dupliquer, donc je vais toujours désactiver la table source. Donc je vais cliquer ici sur ça, donc ça désactiver. Donc je viens ici, je vais faire close et apply pour charger la table ou bien le modèle en étoile. Donc je vais charger le modèle en étoile. Donc ça va prendre un peu. Voilà, les données sont en train de charger. Mme Tcherno, j'ai une question. Oui, allez-y. Euh, Maintenant, dans le processus de modélisation, Oui, à la place de dupliquer la cellule, la table mère, oui, pourquoi on n'a pas référencé au lieu de dupliquer? oui. Quelle est la différence entre dupliquer et référencer? Voilà, donc si la différence entre dupliquer et référencier, par exemple, si je vais utiliser référencier, donc ça va toujours se lier avec la table référenciée. Donc dupliquer, il y a pas, on n'aura pas de liaison entre ces différents types de tables. Maintenant, si on avait choisi référencier, donc ça veut dire que on va toujours, c'est la table qu'on a référenciée, qui est la table source, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va continuer à utiliser la table source. Donc parce que c'est la table de référence. Donc il y a toujours une liaison. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser référencier. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, tu as toujours la liaison, quoi. La liaison, c'est comme par exemple une chaîne. Donc la table référencée en haut et en bas, tu as les différentes tables. Donc il y a une liaison, quoi, entre ces différentes tables là, parce que c'est la table de référence. Maintenant, si on fait dupliquer, pour le moment, on n'a pas de référence. On n'a pas de liaison et après, on va essayer de faire les associations. C'est bon? Et dans le cas où on avait choisi de référencer, maintenant, si on importe les tables dans Power BI, Oui. est-ce que ça vaut la peine de désactiver euh, la table mère dans l'importation? Non, non, on ne va pas désactiver parce qu'on a déjà référencié la table. Donc on a juste besoin de OK, charger la table comme ça. OK. Voilà. Donc ici, on Merci. clique sur Model View pour voir. Voilà. Vous voyez? Donc attends, là on a notre modèle en étoile. Ça, pourquoi ça? Voilà. Là on a notre modèle en étoile. Vous voyez? Donc ici, on a la table, ce qu'on appelle la table de fait. Autour, on a nos différentes tables de dimension. Maintenant ici, si vous voyez, on a le symbole somme. Ici, somme. Donc ici, on a les identifiants comme ça. ID, clé étrangère, ID submode, clé étrangère, subcatégorie et costal code plutôt. Donc là, on a nos différents types de modèles. Donc ici, on peut faire des filtres. Donc ici, on peut changer ce qu'on appelle la cardinalité si on veut. Voilà. Ici, voilà, vous voyez. Donc ici, si on clique, on voit Make this relation active. Donc on a ici, on peut changer les cardinalités. Donc ici, on a money to one, one to one, one to money, money to money. Donc ça veut dire qu'on a des relations, comme je disais tout à l'heure, qu'une commande peut être passée par un seul client. Un seul client peut passer une commande. Mais le client lui-même, il peut passer ou plusieurs, une ou plusieurs commandes. Le client. Vous voyez. Donc, un étudiant appartient à une et une seule classe. Mais une classe peut avoir beaucoup d'étudiants. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, un N et 0N. Donc, les relations. Donc, ici, on a money to money. Ici, on a one to one. Donc, on peut avoir des relations one to one, one to one. On peut avoir des relations
0. Je peux dire que le client peut ne pas passer ou peut passer plusieurs commandes. Donc ça veut dire que 0 n. Donc ça, ce sont les relations. Donc on a cross filter direction. Donc ici, on peut avoir both, c'est-à-dire les deux sens, quoi, relation entre les deux sens. Donc ici on a the single relation, donc single relationship plutôt. Donc on peut avoir les deux relations. Donc souvent on modélise et après on vient ici, on change ce qu'on appelle les cardinalités. Donc pour changer les cardinalités, on peut toujours cliquer ici et regarder si les relations sont correctes et changer les cardinalités à partir de là. À partir de là. Donc là, on a notre table de fait. Maintenant ici, là, à partir de là, on pouvait avoir ce qu'on appelle, comme ça, on a un modèle en étoile. Donc, ce modèle en étoile là, on peut éclater ce modèle là pour avoir ce qu'on appelle un modèle en flocon. Attendez. Donc, si je viens ici, dans Data Warehouse, donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le modèle en étoile? Donc, on a dit qu'il se compose du fait, donc c'est la table de fait, et leurs dimensions qui gravitent, ce sont les tables de dimensions. Il dit dans ce schéma, il existe une relation pour les faits et plusieurs pour les différentes dimensions, autour de la relation centrale. La relation de fait contient des différentes mesures et une clé étrangère. C'est ça qu'on a modélisé, différentes mesures et une clé étrangère pour faire référence à chacune de leurs dimensions. Donc, pour faire référence à chacune de leurs dimensions, c'est-à-dire que ici, maintenant, à partir de là, parce que si on commence à faire le report, on commence à calculer les mesures ou bien on commence à faire des combinaisons, on peut toujours utiliser cette table-là, on peut toujours rester sur cette table-là, le fact table. Le fact table. On peut toujours rester sur cette table-là. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Attendez, je viens ici. Je vais vous donner un exemple de code. Je viens ici. Maintenant, attends, je vais dire, je vais créer la dimension. C'est-à-dire, je veux calculer. Oui. Donc, je vais calculer ce qu'on appelle. Je vais juste créer une mesure ici. J'ai dit, je vais calculer. Attends, je viens ici. Je vais ajouter une nouvelle table. Exemple, quoi. Une nouvelle table ici. Pour mettre des indicateurs, un indicateur de performance. Un indicateur de performance. Donc, je vais dire ici. Mesure, all mesure. Un indicateur, ou bien KP, ou bien KPI table. Donc, vous voyez. KPI table. Maintenant, attends, je viens ici, je vais regarder ce que je vais calculer. Maintenant, moi, je vais calculer quoi? Donc, je vais faire ça. Je vais aller dans Power Query. Donc, dans Power Query, j'ai quoi? Donc, dans Power Query, donc je viens ici sur le fact table. Et maintenant, je vais calculer. Et ça, c'est discount quantité et discount profil. Donc, on a profil, on a sales. Maintenant, je peux calculer une marge bénéficiaire, exemple. Une marge bénéficiaire. Je vais calculer une marge bénéficiaire. Je vais calculer une marge bénéficiaire. Voilà. Maintenant, moi, je vais calculer une marge bénéficiaire pour le segment, pour uniquement le segment, attendez, pour uniquement le segment corporate. Maintenant, là, on va calculer une marge bénéficiaire pour le segment corporate. Maintenant, comment on va faire ça? Pour calculer ça, attendez, donc je vais venir ici.
ici, je vais dire, maintenant ça c'est un exemple pour le langage DAX. Exemple pour la langage DAX. Maintenant je vais lui dire, moi je vais calculer marge, quoi, marge bénéficiaire, bénéficiaire, pourquoi, pour, qu'est-ce que j'avais dit? Attendez, je vais dire, je pense que je vais dire custom ou bien quoi. Enfin, pour le ship mode, quel ship mode je vais dire? Pour corporate. Voilà, corporate, ok. Corporate, comme ça. Donc, moi, je vais dire, je vais appeler la fonction calculate. Maintenant, expression, je vais lui dire dans quelle table. Maintenant, je vais appeler la table de demand. Quelle table? C'est ça, je pense que c'est le fact table. Fact table, c'est quelle table? Ouais, c'est la fact sales, comme ça. Ou bien je vais mettre c'est le profil divisé par profil divisé, ça doit être profil, ça que je devais avoir profil. Maintenant ici voilà, je pense que c'est ça que je veux avoir, ça, profil. Pourquoi ça? Attends, je vais cliquer d'abord. Ça, pourquoi ça marche pas? C'est planqué. Ah, c'est planqué. Oh my god. Attendez, c'est planqué. Oh, c'est pas grave. Je vais faire ça. Comme c'est planqué, je viens ici. Je vais faire close apply. Comme ici c'est planqué, je vais changer. Donc je vais calculer la marge en calculant et en filtrant sur corporate. Donc je vais faire marge en filtrant sur corporate. Ah, c'est toujours planqué, hein. Donc attends, je vais écrire ça ici en attendant que, voilà, je vais écrire ça. Moi ce que je veux calculer c'est quoi? Voilà, moi ce que je veux calculer, par exemple, je veux faire profil divisé par sales, comme ça, et je vais filtrer sur SIP, je pense que c'était SIP mode ou bien c'était segment. Je pense que c'est SIP mode name. Maintenant je vais dire SIP mode name égal, je vais filtrer sur SIP mode name égal quoi? Égal Corporate. exactement, corporate, comme ça. C'est ça, c'est cet indicateur là que je veux calculer. Cet indicateur, voilà, c'est ça que je veux faire. Je vais faire je vais utiliser un code pour faire le calcul une seule fois, c'est-à-dire utiliser calculer d'abord, filtrer. Maintenant
too few arguments. Mais c'est pourquoi je trouve ce planqué comme ça. Ok. Maintenant, sans plus tarder, je vais expliquer ça ici. Ah, mais tout ça c'est planqué, quoi. Donc c'est ça que je voulais calculer. Je vais faire calculer. Donc je vais appeler la fonction calculer et je vais sélectionner la colonne. Maintenant je vais utiliser euh, la table fact cells. Donc je vais sélectionner la colonne cells. Maintenant je vais prendre le profil et je vais diviser sur cells et après je vais faire virgule. Après je vais aller dans l'autre table. C'est pourquoi la modélisation est très importante. Parce que là, tu peux aller dans l'autre table parce qu'il y a des liaisons entre les différentes clés. Donc, tu peux euh, aller dans l'autre table, c'est-à-dire la table ship mode, et faire le filtre là-bas. Faire le filtre. Donc, tu peux faire le filtre là-bas et avoir le résultat. Maintenant, avant que ça charge, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Euh, ça par rapport à voilà à ça la modélisation pour les différents types de schémas, quoi, le schéma en étoile. Est-ce que bon je vais vous envoyer la base, attendez, je vais vous envoyer la base de données comme ça vous allez essayer de reprendre euh, je vais vous envoyer la base comme ça vous allez essayer de reprendre ça. La base c'est donc je pense que la séance prochaine on va faire bon en fait on va faire les différents types de modèles vite fait. On va faire bon aujourd'hui on a fait le modèle en étoile, donc on va faire le flocon et le modèle en constellation et après ça vous aurez des exercices. Donc je vais voir si vous quels sont les types de modèles, si vous avez bien compris le processus de modélisation. Donc la base est là, donc là vous pouvez essayer de reprendre ce que nous avons fait aujourd'hui sur la modélisation. Bon, j'ai envoyé la base de données. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, excuse-moi. Oui, Alors, oui, allez-y. oui, tantôt par rapport à la cardinalité, Oui, on s'est rendu compte automatiquement après qu'on ait défini nos différentes dimensions, oui, avec aussi la table de fait, automatiquement, Power Query a donné les différentes cardinalités et ainsi de suite. oui. Donc, est-ce que ça veut dire que même si nous, on ne fait pas cet exercice-là, Power Query le fera toujours à notre place ou bien non? Parce que je pense que il a un peu analysé les différentes tables, les, les occurrences, et après, automatiquement, il a proposé one to many, Voilà, or many to one. exact. Maintenant, si par exemple, dans notre base, il y avait une autre architecture qui lui permettait directement de voir many to many, ou bien many to one, ou bien one to many, est-ce que lui, il allait faire ça directement, ou bien nous, on serait toujours tenu à chaque fois de revenir pour bien préciser la cardinalité? Bon, en fait, pour la cardinalité, tout ça dépend. Par exemple, si tu as bien fait la modélisation, donc Power BI, si tu charges les données sur Model View, Power BI, il va d'abord regarder la table de fait et regarder les différentes tables de dimensions. Donc, si tu as correctement fait tes clés étrangères, tes clés primaires et les, comment je peux dire ça? Si les clés primaires migrent dans la table de dimensions et tu as respecté le processus, c'est-à-dire dans la table de fait, tu as les différentes mesures et tu as les différentes clés. Donc Power BI va détecter automatiquement les cardinalités. Donc souvent pourquoi parfois tu es appelé à faire les cardinalités? Parce que là, si la modélisation n'est pas bonne,
Donc si tu charges les données sur Power Query va essayer de se référer à ce que tu as fait pour essayer de donner des cardinalités. Maintenant, après, il y aura des erreurs. Donc c'est à toi de voir est-ce que j'ai bien j'ai bien respecté les différentes les différents identifiants ou pas. Mais là, comme on a bien modélisé, on a respecté les duplicates, parce que souvent ce sont les doublons qui font ça. Tu n'as pas par exemple supprimé les doublons et tu charges les données. Donc là, comme là il doit être unique, si tu as des doublons, là tu as des problèmes. Donc ça veut dire que au niveau des cardinalités, il y a toujours des problèmes. Là, ici, tu pouvais avoir le n, ici tu pouvais avoir le 1. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes de modélisation. Donc pour Power Query est intelligent. Donc le modèle vif est intelligent. Si tu charges, il va toujours mettre les correspondants de cardinalité. Ça c'est automatique parce que tu as bien fait ton modèle. Donc ça veut dire que la cardinalité, tu n'as pas besoin d'aller regarder. Mais souvent, s'il y a des erreurs, là, tu es obligé de checker les cardinalités. C'est bon? Oui, ok, d'accord. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas juste faire des erreurs lors de la modélisation, quoi. Exactement. C'est Ok, juste ça. c'est bon. C'est juste ça. Si tu as bien modélisé, après vous allez remarquer, si je commence à vous donner des exercices, bon, je vous dis d'aller modéliser. Vous allez remarquer, si vous chargez, vous aurez par exemple souvent des erreurs, des problèmes. Vous revenez sur Power Query, vous regardez est-ce que j'ai respecté. Parce que la modélisation, tout va dépendre le type de jointure. Par exemple, là, on a fait le left joint. Souvent, on a besoin de faire full joint, soit on a besoin de faire le right joint. Donc, tout va dépendre du type de jointure que, que tu es en train de faire. Parce que la jointure, on te demande qu'on a deux tables. Pour faire la jointure, on a deux tables. Donc, on va considérer que la table sales, c'est la table de gauche, ou bien la table, la table dim, c'est la table de gauche. Donc, tout va dépendre de la position des tables. C'est la raison pour laquelle on a left, on a right, on a full. Full joint, donc ça veut dire que là, ça ne dépend pas de la position de la table, ça dépend. Parce que full joint, il va dire que lui, il va regarder toutes les correspondances. Même s'il ne voit pas de correspondance, il va remplacer par nul. Mais pour les autres, il va regarder que les correspondances. Donc, il y a correspondance, il charge. S'il n'a pas de correspondance, il continue. Donc, avec full, il va dire que là, tu n'as pas de correspondance, donc il va remplacer par nul. Donc, après, tu auras dans la table de fait des valeurs nulles parce qu'il n'y avait pas de correspondance et tout. Attends, D'accord, merci beaucoup. je vais regarder ici si ça est correct. Oh my god, jusqu'à présent. Donc, après, je vais vous donner l'indication. Donc, si vous faites. Donc, si vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire à faire la modélisation, maintenant, je vais vous donner un exemple de code DAX. Donc, ça, vous allez faire ça. Euh, vous allez créer, par exemple, une mesure que vous appelez marge bénéficiaire et vous allez calculer. Vous allez utiliser la fonction calculer. Donc, ça, c'est calculer. Si vous appelez la fonction calculer comme ça, donc vous appelez la fonction et vous allez sélectionner la table. Donc si vous faites profit, donc en bas vous aurez la table et vous sélectionnez la table avec la colonne et vous utilisez division comme ça. Vous divisez avec sales, donc vous faites sales, vous divisez avec sales. Après vous mettez virgule et vous allez dans la dimension shift mode et vous sélectionnez le shift mode name et vous mettez corporate. Vous allez voir le résultat. C'est bon? Donc, je pense pour celui qui avait un problème avec Excel. Attends, je vais expliquer ça. Je vais changer le format et